à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Politiquement Vôtre ce soir. Nous avons en plateau Éric Jalton qui est le député maire de la ville des Abîmes. Avec lui, bien sûr, nous parlerons un petit peu d'actualité. Et puis, nous irons aussi sur la visite du président François Hollande qui sera de passage en Guadeloupe, mais qui s'arrêtera aussi aux Abîmes. Nous verrons un petit peu le pourquoi avec Éric Jalton. Éric Jalton, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yves Boissé, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Voilà, donc nous partons avec vous d'ici quelques secondes sur quelques sujets d'actualité. Et le premier sujet, ça sera la préélection départementale. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que au niveau de l'Assemblée départementale, les choses roulent? Vous avez entendu le discours de politique générale de la présidente. Alors, qu'en pensez-vous? Les priorités qui ont été annoncées? Tout d'abord, je me réjouis de l'élection de Mme Josette Bourrel-Incertain à la tête de l'Assemblée départementale avec une très large majorité, 32 sur 42. C'est une belle victoire, un plébiscite même. Donc c'est de bon augure pour cette femme d'expérience qui a déjà présidé la région, qui est issue un peu de l'archipel, puisqu'elle est née sur les îles du Sud, beaucoup travaillé sur Basse-Terre, sur la Grande-Terre, elle a même été première adjointe au maire de la ville des Abîmes, elle habite actuellement le Gosier. Donc c'est à l'image de l'archipel guadeloupéen, et surtout c'est une femme d'expérience et de sagesse et de solidarité, parce que c'est une humaniste. Et quand on sait que cette assemblée départementale est par excellence et de plus en plus est consacrée aux solidarités au pluriel, je pense qu'elle est bien à sa place. Et c'est une femme de gauche. De toute façon, ça a été votre candidate. J'ai été sans doute le premier à pressentir, à proposer aux pairs de la coalition, tous ceux qui étaient un peu dans ce même groupe, qui a constitué d'ailleurs in fine le groupe socialiste et progressiste de la Guadeloupe. Je pourrais bien faire cette proposition, mais qui était très facilement et largement partagée, aussi bien par Carabin que par bon nombre le PPDG, Bangou, Lurel aussi, très rapidement. Je ne pensais pas, c'était un peu presque facile de faire le choix. Et son choix ne s'imposait peut-être pas, mais disons, il était parmi ceux qui s'imposaient. Il y a d'autres qui pouvaient être califères, tout comme Sapoti, d'autres auraient pu prétendre aussi également. Mais je pense que c'était le choix le plus mûr, le plus équilibré, le plus sage quelque part aussi dans cette période de turbulence politique et aussi de crise, où il faut quelqu'un qui quand même rassemble, apaise, fallait calmer les ardeurs, rassure les Guadeloupéens. Il fallait calmer les ardeurs des uns et des autres. Il fallait rassembler les ardeurs des uns et des autres. Et celles qui pouvaient rassembler, le plus, je pense que c'était Bourrel. C'est pour ça que son choix s'est imposé, que de par sa stature et son intelligence et toutes les qualités que j'ai décrites, et bien d'autres. Elle a su rassembler autour de sa candidature sans qu'il y ait la moindre contestation. Au contraire, ça a été, je pense, une démarche relativement positive vers sa candidature. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a des temps forts dans sa démarche, notamment solutionner le problème de l'eau, du transport, des déchets. Elle a dit vouloir donner un coup de pouce au niveau des EHPAD. Tous ces grands dossiers-là mobilisent, on sait les élus, mobilisent la population surtout, en termes de mécontentement, la population. Pensez-vous vraiment, aujourd'hui, Éric Jalton, qu'elle puisse porter de vraies réponses sur ces dossiers qui sont sensibles depuis quelques années? Oui, bon, elle ne va pas réinventer le monde. Il y a une majorité qui a précédé, à laquelle appartenaient un bon nombre de ceux qui font partie aujourd'hui de cette majorité, aussi bien individuellement qu'en termes de composantes politiques, d'obédience politique. Mais ce qui a été très, très clairement affirmé, c'est qu'il faut quand même aller plus loin, mieux cibler, avec toutes ces compétences départementales, aller plus loin, quitte à faire, comme elle a annoncé, un emprunt de 100 millions d'euros, pour aller un peu plus loin dans les solidarités, auprès des personnes âgées, auprès des jeunes, en déshérence, auprès des publics âgés, toutes ces compétences qui sont dévolues au conseil départemental. Et en cela, il fallait faire l'effort financier qu'il fallait. Et cette annonce de 100 millions, à peu près, je crois, d'emprunts est le bienvenu pour obéir à cette injonction, en tout cas, cette proposition qu'elle a faite, que nous avons fait, généralement, la coalition,
de gauche progressiste. Pendant la campagne, maintenant, il y a aussi des annonces sortes qu'elle a fait, qui a confirmé quelques orientations que nous avons prises quand même, mais qui est bon d'entendre, hein, c'est-à-dire cette agence unique de gestion de l'eau, tant au niveau de la production que dans la distribution, à terme, à moyen terme, je dirais. Idem pour le transport et sous les déchets également. Donc, je pense que c'est une bonne orientation, c'est une bonne impulsion qu'elle donne à la tête de la présidence départementale en fixant ce cap-là. Et cette annonce aussi de charte, dans le cadre d'une coopération renforcée avec la région. Donc, il y a la synergie avec balbutiante, avec des hauts et des bas entre les deux instances exécutifs, hein, le qui est encore là et Gillot au niveau du Conseil général, la guerre, qui a fait son temps. Et donc il faut passer à une phase supérieure de coopération vraiment renforcée, parce qu'en période de crise, la division au sommet institutionnel de ce petit pays de Guadeloupe ne peut pas se le permettre. Donc on pouvait parler de guerre entre Jacques Gillot et Victorin Lurel? Non, il y a une forte période de synergie qui a pu justifier ce concept-là. Aujourd'hui, on ne parle plus de synergie. On a vu que c'est un mot qu'on a voulu bien effacer. Mais on a bien vu sur les derniers temps, à travers les débats sur l'Assemblée unique, tout ça un peu dévoyer un peu cette synergie. Et en cette période de crise, où la population attend beaucoup, on ne peut pas se permettre ces divisions au sommet. Il faut que la région, le département avancent du même pas. Bon, certains vont dire que c'est l'Assemblée unique avant l'heure. Mais ceux qui disent que c'est l'Assemblée unique avant l'heure, c'est ceux qui militent pour l'Assemblée unique. Il faut savoir ce qu'on veut. Ils ne peuvent pas, d'une part, être pour l'Assemblée unique et regretter quelque part, par une synergie, une coopération renforcée entre régions et départements, quelque part, on consacre déjà une forme d'Assemblée unique. Alors, pour vous, quelle est la différence entre la synergie et la coopération renforcée? Bon, c'est un degré supplémentaire, c'est de la sémantique. On peut trouver d'autres mots. L'essentiel, c'est ce qu'on met dedans. La coopération renforcée, c'est qu'on doit s'entendre sur les dossiers transport, déchets, eau, solidarité, développement économique, développement des infrastructures, des superstructures en termes de voirie, de réseaux, de tous ordres, d'équipements, d'accompagnement structurants sur l'ensemble du territoire. Les régions et les départements doivent avancer du même pas. Parce que les problèmes sont bien souvent et les compétences inextricablement liées, même si artificiellement on cherche à répartir les compétences. Donc ça, c'est ça la coopération renforcée, c'est aller au-delà de cette synergie entre régions et départements qu'on a connue avec balbutiante, avec des hauts et des bas, entre régions et départements sous la présidence de Jacques Gillot et de Victorin Lurel. Ouais. Aujourd'hui, on parle déjà des élections régionales. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes déjà vous positionné? On a vu quand même que vous étiez en train de vous organiser. Que dire de ces élections régionales? J'annonce toujours, vous le savez, hein, politiquement, j'annonce toujours très tôt la couleur. Et j'avance toujours en toute transparence. On peut aimer, on peut ne pas apprécier. Mais au moins, j'attends politiquement toujours transparent et il est toujours clairement positionné. Donc là, j'ai clairement dit que pour les élections régionales, je soutiendrai le candidat de la coalition. Cette coalition qui s'est affirmée lors des élections municipales avec l'émergence d'un nombre de nouveaux maires, parfois jeunes, parfois pas jeunes, mais jeunes quelque part en termes de politique, de carrière politique. D'autres maires qui ont su se renouveler et qui ont été consolidés par la population, mais tout ceci a donné aussi une sorte d'émanation en termes de conseillers départementaux. Ils constituent ce groupe des socialistes et progressistes de Guadeloupe, qui sont composés d'à peu près 26 sièges, 26 élus départementaux. Mais maintenant, il faut que cette coalition traduise aussi une représentation au niveau régional. À travers donc le candidat de la coalition, c'est Victorin Lurel? Oui, c'est le candidat, j'allais dire, naturel, qui s'impose entre guillemets positivement. On peut dire Victorin Lurel? Oui, c'est Victorin Lurel. Il y aura sans doute une procédure un peu pour entériner tout cela, officialiser, mais je pense que dans nos rangs, les choses sont déjà acquises. Hein. Il n'y a pas de contestation à ce niveau-là. En tout cas, pour ma part, je vais l'affirmer très tôt. Victorin Lurel a l'expérience, a les qualités d'un homme de travail, un homme de dossier. On peut faire toutes sortes de reproches. Vous n'êtes pas d'accord avec ses thèses, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas travailler. Il faut
à la tête de la région bosseur, qui peut à n'importe quel moment prendre son bâton de pèlerin, aller en France, aller dans toutes les scènes internationales, revenir ici, aller sur le terrain, dans les corporations, là où les choses causent problème, et être capable de traduire ça en décision politique très rapidement. Ok, donc je pense qu'il a le profil de ce job-là. Maintenant, on peut regretter telle ou telle parfois posture, un peu parfois sévère ou autoritaire, mais il faut aussi un homme de poigne à la tête de la région. Il ne faut pas un petit bébé canon ou une mauviette. Hein. Pour diriger ce pays et les institutions de ce pays, il faut aussi de l'autorité. Il faut savoir se faire aimer, il faut avoir une ligne politique, une vision politique, il faut être disponible. Mais il faut aussi avoir de l'autorité. Alors aujourd'hui, on connaît bien les relations de Victorin Lurel avec le président de la République, François Hollande. Alors en 2017, il y aura des élections. Si François Hollande n'est pas reconduit, et s'il ne se présente pas, hein, c'est aussi une éventualité à cette élection, est-ce que Victorin Lurel aura autant de... je vais dire, aura le tapis rouge pour justement aller porter les gros dossiers de la Guadeloupe. Est-ce qu'il aura... Je pense que le président de région, quel que soit le gouvernement en place, a quand même une certaine audience. Hein. Et il ne faudrait pas parier déjà sur une défaite de la gauche. Il y a Hollande, mais il y a d'autres. Il y a Valls, il y a d'autres candidats à gauche. Il y a Taubira, pourquoi pas, qui peuvent aussi être de bons candidats à l'élection présidentielle pour représenter les forces de gauche. Au niveau de la République française. Donc je ne me suis pas résigné à une défaite de la gauche, très largement aux élections présidentielles à venir. Et cette fois, François Hollande n'est pas quand même une victoire de la droite. Posture, la droite fût-elle appelée la République, les Républicains, ou encore moins de l'extrême droite. Ça, il faut y veiller. Les derniers soubresauts à l'intérieur de l'extrême droite ne doit pas faire penser que le dossier est réglé, que l'extrême droite n'est plus potentiellement dangereuse, au moins pour être présente dans un second tour d'élection présidentielle. Il faut faire attention. Peut-être que tout ce qui se passe au Front National, peut-être risque de donner un peu plus de crédit à Marine Le Pen que le contraire, comme nous pourrions l'espérer. La droite se mettra avec la gauche comme ça a été fait du temps de Lionel Jospin. En se débarrassant du père, peut-être que le Front National fera moins peur à une certaine couche de la population. Donc ça peut être rentable pour Marine Le Pen. Il faut qu'on se méfie. Il y a quand même déjà une montée en puissance du Front National. Déjà, mais peut-être qu'en se débarrassant de Jean-Marie Le Pen, elle va perdre des voix, sans doute. Et le pénis endurci, mais elle peut aussi gagner dans cet électorat qui craignait un peu le vocabulaire raciste, xénophobe de Jean-Marie Le Pen, qu'elle se garde bien d'emprunter, même si je suis convaincu que le fonds de commerce est le même que celui de son père. Mais elle a peut-être une dialectique un peu plus appropriée à l'ère du temps, et elle se garde de ces envolées racistes et xénophobes. Elle a décidé de faire une tournée aux Antilles. Si elle veut passer vous voir aux Abîmes, est-ce qu'il y aura la possibilité de la recevoir? Non, moi je ne la recevrai pas. Elle ne fait pas partie de mes obédiences politiques. J'ai d'autres personnes à recevoir que Marine Le Pen. Ok? Ceci dit, j'étais de ceux très jeunes, je n'étais même pas encore engagé politique, qui m'étonnaient qu'un parti aussi raciste, xénophobe, qu'un président à l'époque Jean-Marie Le Pen, qu'on disait contraire aux valeurs de la République, était quand même, n'était pas dissous. Et j'avais réclamé à l'époque, je n'étais pas élu, personne ne m'avait entendu, la dissolution du Front National, qui se situait hors des valeurs de la République, de précautions valant mieux qu'une. Personne ne l'a fait, on a tergiversé. Les gouvernements de droite comme de gauche se sont succédés, n'ont pas pris cette disposition, il semble un peu tard. Alors pourquoi ils n'ont pas pris cette disposition? C'est ça la vraie question. Il faut les questionner. Ils ont pensé que le Front National reste très marginal. On peut penser instrumentaliser le Front National. On a bien vu du temps de Lionel Jospin ce que ça avait donné. À gauche comme à droite, on a joué sans doute avec le feu aujourd'hui. Le bébé est devenu gros et gras. Et donc, il faut faire attention. Éric Jalton, nous marquons juste une courte pause et nous revenons avec vous sur d'autres questions. A tout de suite. Voilà,
nous revenons avec notre invité, Éric Jalton, député maire de la ville des Abîmes. Éric Jalton, pour poursuivre rapidement sur les élections régionales et passer à un autre sujet. Vous êtes prêt, vous avez déjà déclaré celui qui va être votre candidat. Maintenant, apparemment, quelqu'un que vous connaissez bien devrait participer à ces élections régionales. Je veux parler d'Harry Chalus, on va dire votre collaborateur au sein de Cap Excellence. Collègue. Votre collègue? Oui. Collaborateur, c'est plus pour les cadres. C'est un élu, c'est le collègue, premier vice-président de Cap Excellence. Alors, que pensez-vous de cela? C'est son droit, nous sommes en démocratie. S'il a des choses à dire, un projet à proposer, une vision du pays à travers les compétences de l'institution régionale. Donc c'est une bonne chose qu'il soit candidat? Ça fait partie de la démocratie qui doit exister. Une bonne chose. Je n'ai pas apprécié parce que c'est pas pour lui que je ferai campagne. Je ne peux pas dire que c'est une bonne chose. Mais ça fait partie de son droit le plus absolu, que je ne conteste pas, et ça participe du débat démocratique qui doit exister dans toute démocratie, y compris en Guadeloupe. En tout cas, au niveau de Cap Excellence, je reviens sur mon mot collaboration. Il y a vraiment une vraie collaboration au sein de Cap Excellence entre vous. Il y a une collaboration, une coopération, une intégration des problématiques respectives de nos communes au sein de Cap Excellence, qui est une communauté d'agglomération. Donc, tout se passe bien. Il y a une communauté, comme son nom l'indique, communauté de moyens, communauté de représentation des élus de chacune des 3 communes, conseils communautaires, communauté aussi d'objectifs, de projets pour le territoire communautaire. Et voilà, donc, comme je l'ai dit au début, et mettre en mutualisation, communauté des moyens pour faire ressources humaines, personnelles et également moyens financiers à mobiliser, au-delà des dotations que nous donnent les pouvoirs publics, pour pouvoir faire vivre la communauté et construire le pays à travers les politiques de l'eau, la culture, les politiques de développement économique, et où nous sommes déjà en phase opérationnelle, sur l'extension des réseaux, la construction d'ouvrages hydrauliques pour l'eau potable, pour l'assainissement, pour les eaux usées, j'étais rien encore au Résé, où on va faire 3,7 millions d'euros de travaux sur un peu près un an, à cheval entre 2015 et 2016, pour en faire que les populations de l'ouest du Résé aient accès à une eau potable de qualité, et aussi au branchement à l'eau usée, qui n'est pas assez remontée d'eau de matière infecte à l'occasion des pluies, etc. Donc tout ceci va être réglé par ces travaux. 470 personnes sont concernées. On pourrait parler d'autres opérations qui se feraient également sur Pointe-à-Pitre. Alors où en est-on sur ce projet de tram-train? Où en est-on? Mais le tram-train avance sous la houlette du maire, du deuxième vice-président, c'est un peu son dossier, de Dominique Biras également, et de Harry Chalus, président du syndicat mixte des transports, pour faire en sorte que ce projet, à l'intérieur de transport collectif en site propre, nous permette d'entrer dans la modernité, dans le développement durable. C'est-à-dire un seul projet économique qui ne coûte pas plus cher que le bus et qui coûtera de moins en moins cher avec l'augmentation du prix du pétrole. C'est un projet qui aussi ne pollue pas, qui est écologique. Donc on connaît la qualité de l'air en Guadeloupe qui est bien souvent rouge. Eh bien, ça ne va pas polluer. Ce sera l'énergie électrique, l'électricité qui va faire fonctionner le tramway, produit de plus en plus avec de l'énergie renouvelable, notamment en Guadeloupe. Ce sera propre, donc moins de pollution, moins d'embouteillage. Des catégories moyennes qui vont prendre le transport collectif parce qu'ils ne s'acceptent pas de prendre forcément le bus, mais ils prennent volontiers le tramway. Ça a été vérifié dans tous les pays du monde. C'est aussi un projet esthétique, il faut le dire. Il est prévu pour quand? Impulser le développement économique. Donc il y a aussi un vecteur de croissance et d'emploi sur le territoire. Et donc c'est vraiment un projet qui a croisé de l'économie, du social et de l'environnement. L'écologie, c'est vraiment dans le développement durable. D'accord. Il est prévu pour quand? Bon, il est prévu sans doute pas avant 2017. Le temps qu'on boucle le bouclage financier
pas avant 2017, hein, pour plusieurs années. Hein. On a encore jusqu'en 2026-2030 hein, pour vraiment doter l'ensemble du territoire communautaire d'une ossature, hein, je dirais, d'une architecture tramway, à partir duquel vont se développer les transports traditionnels, y compris en bus. Hein. Ce ne sera pas tramway partout, on n'ira pas dans les grands fonds tramway. On ne montera pas les morts dans tramway. Mais l'intérieur du territoire, entre Bémao, le Gosier et Pointe-à-Pitre, aura cette étoile en tramway, qui sera un peu notre RER pour se comparer au métro, ou notre TGV si on veut comparer au train. Il n'ira pas aussi vite que le TGV. Non, mais ce sera en termes de transport local plus rapide, puisqu'il n'y a pas de... ce ne sera pas partagé avec le transport en voiture normale, comme le bus actuellement. Oui, on sera pas bloqué, le tramway ne sera pas bloqué par les véhicules traditionnels. Donc ça ira plus vite. C'est comme le métro. Comme le métro, il n'y aura pas de... ça coule. Et ça ira plus vite, c'est plus d'activité économique, c'est moins de retard pour aller au travail. C'est des gens qui pourront se lever beaucoup plus tard pour aller au travail beaucoup plus rapidement, y aller plutôt chez eux, et qui pourront laisser leur voiture, donc faire de l'économie, donc se faisant augmenter leur pouvoir d'achat et faire prospérer l'économie parce qu'ils vont davantage dépenser localement. Donc c'est un effet de levier que va créer ce tramway. Éric Jalton, nous reviendrons avec vous d'ici quelques instants sur la visite de François Hollande et nous ferons un petit détour sur la ville des Abîmes, voir un petit peu quel sera le parcours du président François Hollande sur les Abîmes et puis quelques autres questions sur le développement au niveau de votre ville. Nous avons déjà un appel de téléspectateurs, nous le récupérons. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Je voudrais poser une question à M. Jacques. Allez-y. Oui. Oui, puisque oui, je veux lui poser la question. Monsieur Jalton, vous qui soi-disant êtes un Guadeloupéen lucide, vous étiez bien contre l'UL pour la dernière élection de question régionale. Bon, vous étiez complètement contre l'UL, parce que lui, il vous a foutu dehors dans le Parti socialiste. Et puis maintenant, vous êtes comme qui est chemise. Alors, est-ce que vous pensez, est-ce que les Guadeloupéens, ils sont assez cons ou assez couillons, si vous voulez, pour penser que vous allez les couillonner encore, comme vous les avez couillonnés il y a 6 ans. Et Monsieur, monsieur, couillonné il y a 2003. Non, attendez, je vais vous dire une chose. Non, on va garder un langage quand même correct, monsieur. Non, mais j'essaie d'être correct. Puisque ces gens-là, ils disent qu'ils sont pour les Guadeloupéens. Alors que, tout naturellement, c'est des pourris, des vendus. Alors, tout naturellement, ça me fout en boule. Normalement, ils ne devaient même pas être à votre télé. Alors, monsieur, c'est quand même la démocratie que tous les élus puissent venir sur ce plateau de télévision. Si vos amis arrivent au pouvoir, qu'est-ce que ça va être? Des mecs comme ça, on devait les prendre par les pieds. Eh bien, voilà. Merci, monsieur. Voilà, on voit à peu près. Mais je me réjouis de ne pas faire partie des... Et si vous m'avez supporté à l'époque, je pense que j'en suis déçu, puisque ce type d'individus, de pensées, je les rejette, qui sont comparables aux pensées du Front National, de Marine Le Pen et de Jean-Marie Le Pen. Ce sont des extrémistes. Et si des gens de votre acabit arrivent au pouvoir en Guadeloupe, on voit à peu près ce que ça va donner en termes de démocratie et de respecter de la liberté d'opinion et de pensée des uns et des autres. Okay? Moi, je ne suis jamais défini comme un anti-luréliste éternel et à vie.
J'étais toujours sur le plan des idées que j'ai situées, mon positionnement politique, mes divergences, effectivement, en 2010 avec Victorien Lurel. Je le répète, et je le répéterai autant de fois que je fais, qu'il le faut. Je n'avais pas apprécié son comportement en 2009, lors de la gestion de la crise sociale. J'estimais qu'il était un peu trop près du patronat, quelque part, et pas suffisamment proche des revendications du mouvement social, ne serait que dans la posture. Donc je n'ai pas apprécié cette affaire-là, je lui ai dit publiquement, et je ne pouvais pas faire être avec lui au régional, et nous avons proposé, un certain nombre, une proposition alternative pour faire en sorte, en tout cas c'était ma stratégie, toujours en étant à gauche, toujours en étant dans mes convictions socialistes, obliger l'URL à un deuxième tour et à discuter avec nous, négocier avec nous pour voir dans quelles conditions une majorité de gauche, mais plurielle, où on tiendrait compte davantage des aspirations nouvelles sociales, pourrait être qualifiée pour constituer une majorité régionale renouvelée. Mais ça n'a pas marché puisque nous avons été battus dès le premier tour. Mais je n'ai pas décrété que j'étais un anti-Lurel, un ennemi de Lurel, personnel à dominem à vie. Ce n'est pas mon style, ce n'est pas ma posture du tout. Je suis un homme de rassemblement. J'ai dû montrer toujours dans mon parcours politique, en sachant faire la paix, parfois réconcilier avec mes pires adversaires, sur le plan local, aux Abîmes comme au niveau régional, dès lors que l'intérêt de la commune des Abîmes ou du pays était en jeu. C'est ce qui m'importe. L'intérêt de ma commune supérieure et de ses habitants et l'intérêt du pays et de ses habitants. Peut-être que vous n'avez pas de besoin, vous êtes sans doute hors besoin, donc c'est des comptes que vous voulez régler, c'est des têtes que vous voulez couper, et l'avenir du pays, de ses enfants, c'est pas ce qui vous guide, c'est davantage des règlements de comptes et l'entretien de la haine et de la division du peuple guadeloupéen. C'est pas mon chemin, c'est pas mon parcours, et je n'ai pas besoin de supporters de votre acabit. Merci Éric Jalton. Alors maintenant, nous reprendrons un appel d'ici quelques instants, mais j'aimerais avancer avec vous sur la visite de François Hollande. Donc nous parlerons d'ici quelques instants du Mémorial Acte, mais avant tout, François Hollande s'arrêtera chez vous. Donc est-ce que c'est une volonté manifeste du président de la République de venir aux Abîmes? Est-ce qu'il a un message fort pour vous, pour les Abîmiens? Il nous le dira. Je ne veux pas préjuger de ce que va dire le président de la République française. Nous sommes des républicains, je suis républicain de gauche, socialiste progressiste, guadeloupéen, mais nous sommes républicains, donc c'est tout naturellement que celui que nous avons supporté, pour lequel nous avons appelé à voter aux élections présidentielles, nous recevions dans cette terre de gauche, abîmienne, qui a donné d'ailleurs un bon score aux élections présidentielles. Il vient donc nous saluer 30 ans après la visite de François Mitterrand à Frédéric Jalton, en mairie des Abîmes, pour inaugurer d'ailleurs la nouvelle mairie de l'époque. Hein. Le temps passe. Donc il vient saluer le nouveau maire des Abîmes, Éric Jalton, en mairie des Abîmes, mais aussi ensuite, après avoir salué la représentation élective abîmienne, les forces vives abîmiennes, il va sur la place de la Liberté, place Frédéric Jalton, saluer les forces vives, la population, le mouvement associatif, etc., en prenant tout son temps. La place Frédéric Jalton, justement, Olivier Servat, sur ce plateau même, nous disait que la place Frédéric Jalton devrait être la place de la liberté. Alors, mais ça, c'est son point de vue, il a le droit d'en avoir. Bon, s'il avait été conseiller municipal à l'époque où on a voté la dernière mandature, toute l'opposition, à part M. Francis Jacobi Kouali, ont voté pour. Je vois encore Mme Mouisa qui était dans l'équipe de M. Marcin à l'époque, hein, qui était la première, a dit non, il faut Frédéric Jalton. C'est bon, on l'a combattu, je l'ai combattu avec Nabajot et avec Marcin, mais Frédéric Jalton mérite que la place puisse porter son nom. On n'enlève pas le nom Place de la Liberté. Ceux qui veulent l'appeler Place de la Liberté l'appellent encore Place de la Liberté. Comme le stade des Abîmes qu'on a dénommé Stade René Serge Nabajot, on appelle encore le stade des Abîmes. Hein? De temps en temps, on appelle Stade des Abîmes, Stade René Serge Nabajot, Stade des Abîmes René Serge Nabajot, Stade René Serge Nabajot des Abîmes. Donc ceux qui veulent continuer à appeler la place Stade de la Liberté, moi généralement je dis Place de la Liberté, Place Frédéric Jalton, c'est pas un problème. Donc c'est vouloir vraiment entretenir une polémique de division encore sur la mémoire d'un homme qui, quels que soient ses défauts,
mais quand même avec des grandes qualités pendant 28 ans, a conduit les destinées de la vie des abîmes, quand même contribué au développement de la vie des abîmes. Je crois qu'il y a des places partout dans le monde, sur le territoire de la République, y compris en Guadeloupe, qui portent le nom de personnalités d'anciens maires, qui avant étaient place de la Victoire, place de la Liberté, place de la Libération, qui ensuite ont eu le nom d'une personne. À Bémao, je crois, Cécile Déric Trinqueur. Je crois que c'est le nom d'un ancien maire. À Bémao. Et ça s'appelait autrement avant, je crois que c'est place de la Victoire ou place de je sais trop quoi. Et personne n'a trouvé à redire, aucun Bémaossien n'a trouvé à redire à cela. Mais on a M. Servat qui veut non seulement enlever le nom de Frédéric Jalton pour l'éponymie de cette place, mais qui veut aussi enlever le bus de Frédéric Jalton qui se trouve sous cette place. Eh bien, ce bus que M. Servat veut enlever, il a déclaré ici même, le bus de Frédéric Jalton qu'il veut enlever sous la place de la Liberté, place Frédéric Jalton, eh bien, le président de la République, plus haute autorité de l'État, viendra saluer ce bus autour du monument aux morts, sous la surveillance, j'allais dire, de nos ancêtres qui ont donné leur vie pour faire gagner les valeurs de la République. Eh bien, il va aussi recevoir toutes les forces vives, bien vivantes, de la population des Abîmes. Donc tout un symbole, à travers cette présence du président de la République autour du monument aux morts, ce salut avec la population et ce salut d'un ancien représentant digne de la vie des Abîmes que l'ancien président de la République, François Mitterrand, avait salué il y a 30 ans de cela, un socialiste aussi, comme lui-même. Oui, nous reviendrons d'ici quelques instants sur le Mémorial Act et son inauguration, juste après avoir pris un appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je voulais poser deux petites questions. Mais en préambule, je voulais dire à M. Jalton que pour moi, sa plus grande réussite, c'est d'avoir repris la Alliance Abîme contre M. Servat et avoir renforcé son parti, la FAP. Pour ça, je lui dis chapeau. Par contre, moi, il y a deux questions que je vais vous poser. La première, concernant effectivement le fait que le président de région soit passé dans votre commune peu de temps avant les élections départementales afin d'attribuer des subventions à des projets de la ville des Abîmes. Est-ce que vous pensez que c'est avant les élections départementales que ce genre de choses doit se faire? Est-ce que ça ne peut pas, sans vous faire un jeu bien sûr, influencer des soutiens éventuels lors des élections? Moi, ça m'a un peu troublé. Et la deuxième question, c'est concernant le Mémorial Act. On parle de 83 millions d'euros. Moi, ça me gêne beaucoup, même si je pense qu'il faut honorer la mémoire de nos ancêtres. Parce qu'en Guadeloupe, nous avons des jeunes, beaucoup de jeunes qui s'entretuent. Il y a beaucoup de violence. Sur les lieux même où il y a le Mémorial Act, il y a des quartiers difficiles, où il y a une grosse misère sociale. Moi, je comprends. Je peux comprendre qu'on fasse un mémorial, mais en même temps, j'aurais aimé aussi qu'on mette de telles sommes pour la formation des jeunes, pour aider les gens qui sont les plus nécessiteux. Et parce que pour moi, il faut aider les plus faibles. Donc c'est ce que je voulais vous dire tout simplement. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Merci, bonne soirée, monsieur. Donc, nous parlerons tout d'abord des élections départementales et ensuite du Mémorial Act, puisque nous devions y arriver. Donc, concernant ces subventions... Mais déjà, je remercie monsieur de mettre en exergue le travail de rassemblement que nous faisons à la FRAPP, avec les élus de la FRAPP, avec les responsables, les cadres de la FRAPP et aussi les militants et sympathisants. Notre esprit, c'est de rassembler les Abîmiens. Toujours rassembler, toujours remettre l'ouvrage du rassemblement sur le métier, parce qu'on a besoin pour réussir du plus large rassemblement des forces vives de la vie des Abîmes. On ne fera jamais l'unanimité, c'est la démocratie, il ne faut pas qu'on fasse l'unanimité. Mais, je le dis souvent, 2/3 des Abîmiens, dans le même élan, dans la même vision partagée, c'est bon, de bon augure pour la vie des Abîmes. Et nous avons augmenté notre score, nous faisions 53,5% aux élections municipales, nous avons fait 57% à l'occasion des élections cantonales, quand on rassemble l'ensemble des 3 cantons de la ville des Abîmes. Donc la FRAPP a progressé et la FRAPP s'est renforcée, puisque nous sommes désormais au moins 38. Nous sommes 38, je crois, alors que nous étions 37, 36. Voilà, et nous avons que 2 qui ont confirmé le passage de l'opposition, c'est M. Théophile
et M. Céline Marx, tous les autres, à ma connaissance, peut-être Mme Nabajo de Loumou, qui ne s'est pas encore tout à fait bien prononcé, les autres sont dans la majorité, ce qu'il était déjà. M. Théophile était à la frappe. Non, il n'a jamais été à la frappe, il fait partie des deux élus, lui et Mme Edom, qui dans le conseil municipal n'étaient pas, c'est la majorité, membres de la frappe, tous les deux. Le son était... Ils sont aujourd'hui dans la minorité, on va dire, tous les deux? Ils sont dans une opposition dont ils vont définir les contours et le contenu, c'est pas à moi qu'il appartient de le faire. Et voilà. Ils sont aux côtés de M. Servat, il lui reste 3, ils sont à 3, M. Servat, ils étaient 8 au départ. M. Théophile et M. Max forment un groupe à 2 au moins. Le reste, c'est la majorité. M. Marcin tout seul. Le reste, c'est la majorité. Et à côté, il y a 2 élus qui étaient avec M. Servat, Lydia Fanan et Céline Jean-Luc, qui sont dans une minorité constructive, donc beaucoup plus proche de nous. Ils ne sont plus dans l'opposition. Donc, le rassemblement s'opère, y compris au conseil municipal, et on se renforce. Alors, concernant le Mémorial Act, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, il y a aussi beaucoup de polémiques autour, notamment sur le montant de l'inauguration, mais aussi sur le montant du Mémorial Act en lui-même. Et ce monsieur a très bien défini, puisque j'allais arriver à cette question, le Mémorial Act se trouve effectivement dans un quartier sensible, avec autour beaucoup de misère sociale. Alors justement, avec des quartiers vraiment défavorisés, on peut parler souvent de logements insalubres, de logements qui méritent d'être revus. Alors déjà, pourquoi est-ce que ce Mémorial Act se trouve là? Mais en plus, dans ce quartier, on va dire emblématique par sa configuration, par sa structure et dans le fond aussi. C'est un bel ouvrage qui a été fait par des architectes guadeloupéens, avec beaucoup d'entreprises guadeloupéennes qui ont travaillé. Donc ce sont des marchés distribués aux entreprises guadeloupéennes, aux ingénieurs, aux architectes guadeloupéens, qui ont du personnel, eux-mêmes aussi, à qui ils ont distribué des salaires pendant des années, et qui ont fait vivre des familles guadeloupéennes pendant des années plutôt qu'ils restent au chômage. Donc ces 80 millions d'euros, ils n'ont pas été versés dans la mer, en face du Mémorial Act, ils ont été dépensés et sont allés pour grande partie dans les poches des entreprises, des ingénieurs, architectes et des Guadeloupéens, des salariés, des cadres, etc. Donc cet argent, il est resté pour le peuple guadeloupéen. Et quand on voit que les 80 millions, c'est pas que la région, c'est une grande partie des 3/4, c'est l'État, l'Europe même, je crois. Donc, on ne peut pas reprocher à la région d'avoir mis 80 millions. La région a peut-être mis 30 millions. Donc, est-ce que 30 millions de contributions du peuple guadeloupéen pour cette 20 millions, voire 40 millions de morts, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop 20 millions pour honorer à vie ce monument qui doit rester éternellement? Mais on met en parallèle aussi tous les... On met aussi en parallèle les jeunes qui ont besoin de plus de formation. Il fallait faire le reproche à Patrick Saint-Éloi, parce que tout le monde a dû, et moi le premier Patrick Saint-Éloi, quand il a chanté réhabilitation, il faut qu'un monument à la dimension du préjudice subi, il fallait dire Saint-Éloi, tu te trompes. Il ne faut pas dire ça dans tes chansons, et non pas chanter avec force ce type de chansons. Donc il faut qu'on sache ce qu'on veut dans la vie. Donc il y a des gens qui ont souffert, nos ancêtres qui ont laissé leur vie, leur sang, qui ont été torturés pendant des siècles et des siècles. Eh bien, 30 millions de contributions du peuple guadeloupéen, et pour un ouvrage qui va rester en Guadeloupe, qui sera le symbole de la Guadeloupe, et qui va attirer un développement économique autour, qui va générer des emplois, de l'activité touristique notamment, et qui culturelle éminemment, qui va enrichir en histoire, en vérité historique, en débat, en conflit, en polémique sur l'histoire de la Guadeloupe. Mais tout ceci fait partie de la culture, du développement intellectuel des Guadeloupéens, et qui, voilà, participent. Et quand on a construit la Tour Eiffel, il y avait des pauvres à Paris. Quand on a construit Beaubourg, Pompidou,
ça coûtait des dizaines de millions d'euros. Il y avait encore des pauvres à Paris. Quand on a construit le palais de la région, il y avait des pauvres, il y avait des gens qui n'avaient pas d'eau. Quand on a construit le pont de l'Alliance pour désenclaver le territoire, il y avait encore des gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, des gens au chômage. Oui, mais ça participait de l'activité économique, on a quand même etc. La prostitution, c'est un monument qui a un caractère historique, culturel, patrimonial, qui rend hommage à nos ancêtres. On ne voit pas pourquoi on lui fait ce procès, alors qu'on n'a pas fait pour d'autres ouvrages qui ont coûté aussi cher. Il y a la prostitution, il y a mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut combattre la prostitution tout en rendant hommage à nos ancêtres qui sont morts pour nous, pour que nous soyons libres. Ok, l'un n'empêche pas l'autre. Faut-il attendre que la prostitution soit éliminée sur le territoire de la ville de la Guadeloupe pour qu'on puisse construire un monument en hommage à nos ancêtres? Alors justement, ceux qui viendront au Memorial Act, déjà les chefs d'État et tout ça, quand ils passeront, le quartier, il est quand même... mais la vérité de la Guadeloupe existe. Mais il sera passer au cœur de la prostitution, passer au cœur de quartier on aurait pu cacher la vérité, mettre le Memorial Act dans un quartier UP de la Guadeloupe, ou sur les hauteurs de Saint-Claude, à l'abri de tout cela. Non, on l'a fait, la vérité, on le met au cœur de la population, on le met au cœur d'une population dans sa diversité, qui a à la fois l'université, où nos enfants sont éduqués pour accéder à la connaissance, à la vérité historique pour développer le pays, mais aussi dans un endroit où il reste encore à faire, où des opérations de rénovation urbaine vont faire le chemin, puisque nous travaillons avec Bangou et moi-même à Cap Excellence pour l'acte 2 de la rénovation urbaine, où des quartiers qui ne sont pas concernés actuellement le seront, comme Vieux-Bourg, comme le Carénage, l'usine Mathieu, etc. Ce monument se situe dans un endroit de vérité de la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe dans tous ses aspects. Et c'est mieux qu'il soit là, qu'il soit sur un terrain où on aurait caché les choses à nos visiteurs. Donc nos visiteurs, quand ils viendront voir Mémoire là, ils verront en même temps la vérité de la Guadeloupe. Une Guadeloupe qui prépare l'avenir avec l'université. D'ailleurs, il y a des travaux importants qui se font à coût de dizaines de millions d'euros aussi. Personne n'en parle, et notamment avec l'aide de la région. Et aussi des quartiers pour lesquels des projets sont en cours, au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre, au niveau de la ville des Abîmes et au niveau de Cap Excellence, pour rénover ces quartiers, de l'habitat aussi, l'accompagnement social qui va avec, comme on a déjà fait la preuve dans d'autres quartiers où les choses se sont faites, à Boissard, à Grand-Camp, dans d'autres quartiers de la ville de Pointe-à-Pitre. Actuellement, nous sommes à Grand-Camp, à Rézé, même sous le bout des Abîmes, où les opérations se font également. Alors, donc, dernière question là-dessus, puisqu'il nous reste plus de temps. Le fonctionnement même du Memorial Act. On avait dit 8 millions d'euros. C'était une contre-vérité. On a trompé le peuple guadeloupéen. En instaurant une sorte de polémique, un débat de polémique entre division du peuple guadeloupéen sur une question aussi cruciale, fondamentale, qui fait appel à notre histoire, notre patrimoine, notre âme même. On a dit, en faisant vouloir faire quoi, qu'il y avait 8 millions anti-fous, etc., pour les invités, etc. C'est un gros mensonge. Un peu plus de 600 000 euros. Ouais, mais 600 000 euros sur 4 jours, pour, etc., faire travailler des publicistes, des gens communicants. On a aussi des gens qui sont dans la communication en Guadeloupe. Il faut qu'ils travaillent. On a des infographistes, on a des jeunes qui sont dans les métiers de la communication, on a aussi des traiteurs qui sont dans les métiers de la restauration. Il faut qu'ils travaillent, ils ont des employés à faire travailler. Par la suite, le fonctionnement du Memorial Act aussi pose beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'on pourra supporter le coût de fonctionnement ça, c'est une vraie question, c'est là-dessus qu'on devrait discuter, puisque le monument est déjà là. On n'a rien dit quand il était en construction, avec la publicité, tout le monde savait. C'est passé dans les assemblées, il fallait instaurer la polémique à ce moment-là. Avant que les choses ne se décident et ne se dessinent. Maintenant, il est là. Paix pour le Memorial Act, respect pour la mémoire de nos ancêtres. Notons que la région, c'est 30 millions d'euros, non pas 80 millions d'euros. Que l'État, nous demande des réparations. La France donne 50 millions d'euros pour construire un mémorial en l'honneur des esclaves de la République française. Alors, quelque part, c'est la reconnaissance de l'esclavage. C'est une partie aussi de la reconnaissance comme crime contre l'humanité. Un début de réparation. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Donc, il faut saluer au fait que la République a participé à un ouvrage. Donc, c'est la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. L'État met 50 millions d'euros dans un tel ouvrage, et voir l'Europe, c'est quand même une forme de reconnaissance. Sinon, on n'aurait pas investi autant d'argent pour un tel ouvrage. Donc ceux qui prônent la réparation, qui prônent la réhabilitation, le pardon, devraient se réjouir qu'on donne 50 millions, que la République
C'est quand même un premier geste concret. OK? Parce qu'on peut parler, dire réparation, paix, on dit pardon, mais sans miser un copec. Là, on met 50 millions d'euros. C'est plus concret. Maintenant, moi, la réparation, pour moi, évidemment, il ne s'agit pas de donner 100 000 euros comme on l'a fait pour les victimes de la Shoah. Parce qu'on a encore des victimes de la Shoah. Hein? Aujourd'hui, on n'a plus d'esclaves qui ont été esclaves qui sont vivants. Parce que ça fait quand même quelques années que l'esclavage est aboli. On a des descendants. Donc, on a donné 100 000 euros aux victimes et non pas aux descendants des victimes de la Shoah. On ne peut pas faire la même chose aujourd'hui pour les esclaves, il n'y en a plus. En tout cas, ceux de l'esclavage dont on parle. Et donc, la réparation doit prendre une autre forme qu'on voit, je l'ai dit il y a très longtemps, il s'agit de faire en sorte que cette république qui compte aussi des descendants d'esclaves, aussi des esclavagistes, puisse placer les uns et les autres à pied d'égalité. Et faire en sorte que notre jeunesse, notamment, en termes de chômage, accès à l'emploi, en termes d'accès au logement, aux attributs de la citoyenneté, soit au moins à égalité avec les enfants de la République qui se trouvent dans l'Hexagone, nos descendants d'esclavagistes, etc. Je pense que ce serait déjà une bonne forme de rattrapage si on peut, si la nation, la République peut prendre cet engagement. Merci Éric Jalton. Nous aurons l'occasion de vous retrouver puisque nous serons sur la visite du président de la République François Hollande. Donc nous aurons l'occasion de vous retrouver lors de ces différentes rencontres. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est cool. Oui, mais ça fait déjà... monsieur, on n'a pas répondu à monsieur, il avait évoqué ces deux décès de la région qui est venue aux abîmes, comme dans d'autres communes. C'est vrai que moi, je n'aurais pas fait. Bon, Viton, il a un peu plus de culot que moi. Mais bon, faut-il attendre un nouveau renouvellement pour relancer l'économie, comme il parle d'une relance contracycliste? Je pense non. La crise est là, on doit tout de suite, comme le fait le département avec cet emprunt de 100 millions d'euros, la région a bien raison dès maintenant d'engager aussi, commencer à engager et faire un emprunt pour cela, des contrats avec les communes pour pouvoir équiper les communes tout en relançant la commande publique, l'emploi, faire fonctionner les entreprises guadeloupéennes. Donc c'est vrai que ça peut paraître suspect, mais c'est sous le fond une bonne chose pour l'économie, pour la relance, pour la croissance et pour l'emploi des Guadeloupéens. Merci Éric Jalton, merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec donc un autre invité. Excellente soirée à tous. Merci.